Bonjour et bienvenue à bord de ce nouveau Coming Mag Live. Et oui, je suis arrivé à le dire, ça fait déjà un sacré paquet de numéros qu'on a à notre actif, ça fait déjà aussi pas mal de logiciels, de systèmes, de logiciels, de transmission de streaming, de bande passante, d'accès Internet qu'on vient de tester. Voilà, je pense, sans trop me tromper, qu'aujourd'hui, ça va être un très bon live, Victoria, parce qu'effectivement, j'ai envie de croire que cette fois-ci, ça fonctionne. Mais avant de laisser place à Victoria, l'hôte de ces lieux, je vous rappelle que Comin Mag, c'est aussi un podcast, c'est surtout déjà des extraits audio que vous pouvez retrouver sur le site internet de comingmag.ch et dans quelques jours, le podcast pour retrouver toutes les capsules audio de ces échanges très, très intéressant, mais place justement à ceci. Bonjour Victoria. Bonjour Thierry. Bonjour, ça va marcher 100%. Oui, oui. Ça, on croise les doigts. En plus, c'est le numéro 11, donc c'est parfait, c'est mon chiffre. Tu sais, alors ça va être génial. Exactement, voilà. On va dire que c'est un très bon numéro parce que, ben voilà, après 11 numéros, on se dit qu'on a éprouvé tous les systèmes. Et puis aujourd'hui, on va continuer sur les thématiques qui nous sont chères. Mais quelle est la thématique de ce jour d'ailleurs aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est sauver les médias. Voilà, quid des médias plutôt. Donc, pour parler de ce thème, on a invité Patrick Zanello, vice-président de communication suisse. Bonjour Patrick. Bonjour Victoria, bonjour Thierry. Bonjour Patrick. C'était important de t'avoir parce que tu as fait un très bon résumé de la situation sur LinkedIn. Et puis tu amènes des propositions. Donc je pense que d'abord, avant d'arriver sur tes propositions, puis de voir comment est-ce qu'on peut est-ce qu'elles sont réalistes à 100% ou à combien de pourcents ou pas du tout, ou c'est juste des vœux pieux. Peut-être voyons un petit peu l'état de la nation. Hier, lorsqu'on s'est parlé, on attendait que le Conseil fédéral annonce des mesures pour la presse. Il n'en a rien été. Pourquoi, à ton avis? Tout simplement, à partir du moment où le Conseil fédéral n'arrive pas à se mettre d'accord sur une solution ou sur des solutions communes, à partir de ce moment-là, il les présente pas. Et c'est sans doute ce qui s'est passé hier. Michel Guillaume du Temps a donné quelques indications. Il est généralement assez bien informé sur ce qui se passe dans le département de Simonetta Sommaruga. Et il a déclaré une chose, Guillaume, Michel. Il a indiqué que, en fait, le Conseil fédéral avait envisagé une aide de 80 millions pour les médias. 40 millions auraient dû aller pour une aide au niveau de la distribution de la presse, donc arrêt des frais postaux pendant 3 mois. Ça, c'était un axe. L'autre axe qui était prévu, c'était 40 millions qui allaient pour les radios et télévisions suisses, privées et locales, qu'elle soit qu'elle touche la subvention ou pas, la question elle se posait pas, c'était 40 millions pour tout le monde. Sans doute qu'au sein du Conseil fédéral, tout le monde n'était pas d'accord avec cette solution, soit parce qu'elle était pas assez ambitieuse, soit parce que finalement le nombre de millions qui étaient injectés dans les médias en Suisse était beaucoup trop faible par rapport aux trous publicitaires qu'on va avoir. Je n'en sais rien. Mais on dit aussi, Patrick, on dit aussi qu'une des raisons, c'est que finalement, ces entreprises médias, elles sont privées et qu'en tant qu'entreprise, elles touchaient déjà les aides aux entreprises et que donner une aide aux médias, c'était leur donner 2 fois une aide. Alors, il y a sans doute un peu de ça. Il y a aussi le fait qu'une partie de ces entreprises ont fait des bénéfices l'année dernière. C'est le cas de grands éditeurs et qui a des dividendes qui pourraient être redistribués auprès des actionnaires. Il y a eu l'action Syndicom, exact. Après ça, mais Syndicom, je viens de poster le truc justement qui demande que demain les 38 millions de dividendes soient donnés sous forme d'aide à la presse, quoi. Et très clairement, c'est un aspect de la question. Moi, mon sentiment, il est que aujourd'hui, les journalistes, qu'ils soient dans le service public, qu'ils soient dans le privé, ils ont démontré qu'ils rendaient service au public. Donc, c'est une forme
de service public. On le voit, franchement, la qualité du contenu fait, que ce soit y compris sur des titres locaux, que ce soit en radio, en télévision, que ce soit au sein du 19h30 ou que ce soit dans des télévisions privées. Franchement, le contenu lié au Covid-19, il est de très très bonne facture, d'excellente qualité. Et là, on peut saluer le travail des journalistes. C'est remarquable. Mais là, justement, là, sur cet aspect-là, je trouve que c'est assez nouveau dans le sens où tu sors la profession en tant que telle d'utilité publique et tu la sors des médias dans lesquels ils sont. Parce qu'ils travaillent pour des entreprises. La question, c'est est-ce qu'on aide les entreprises ou est-ce qu'on aide le métier? Alors, on faudra malheureusement sans doute aider les deux. Mais personnellement, c'est vrai que je distingue les deux aspects. Je pense que les journalistes, aujourd'hui, finalement, peu importe pour quel média, pour quel support ils travaillent. Il y a des pure players qu'on fait et qui continuent de faire un excellent boulot. Ce qui est produit aujourd'hui par ID News, je trouve d'un excellent niveau. Dans le même temps, ce que fait Le Temps, que ce soit en digital ou que ce soit en papier, est aussi de très très bon niveau. Et moi, ce qui m'intéresse, ce serait plutôt de pouvoir aider la profession de journaliste à pouvoir encore développer en fait son niveau qualitatif. Mais il va falloir aider les entreprises médias, sans aucun doute. Le trou publicitaire, par exemple dans la presse, voilà, on parle d'un trou de 400 millions, d'accord? Les éditeurs, la semaine dernière, parlaient d'un trou colossal. 400 millions, c'est 25% des revenus de l'année dernière qui disparaissent comme ça d'un coup d'un seul. Et ça veut dire que toutes les campagnes ont été arrêtées. Ça veut dire qu'une très grosse partie des campagnes, la porte-parole de Ringier sur la RTS hier parlait de 75% du volume publicitaire qui avait disparu d'un coup d'un seul. C'est juste énorme. Et à la télévision, on voit bien, les blocs publicitaires durent moins longtemps qu'ils duraient il y a encore au début du mois de mars. Donc les conséquences pour le marché publicitaire mondial, parce que c'est mondial, là on n'est pas qu'à l'échelle de la Suisse, ces conséquences-là, elles sont très graves. Elles vont évidemment faire péricliter malheureusement un certain nombre de médias, les plus fragiles. Il y en a d'autres qui vont réussir à s'en sortir et à rebondir, mais le trou, il est profond, il va falloir aider les médias, sans aucun doute. Patrick, je t'entends effectivement par rapport à la question faut-il défendre nos métiers, faut-il défendre cette industrie. J'entends Monsieur Parmelin, notre conseiller fédéral, dire hier il va falloir faire avec. On a l'impression que côté argent, côté prêt, puisqu'on ne peut pas utiliser ce terme de subside, ça va être un peu compliqué. Est-ce à dire que ce qu'il dit aux entrepreneurs, aux indépendants, aux chefs d'entreprise, il va aussi nous le servir dans le marché publicitaire, c'est qu'il n'y aura pas forcément d'aide? Et si oui, comment on peut le sensibiliser à injecter des moyens? Encore une fois, question double, on parle toujours de prêt et pas de subside. La tâche est doublement difficile. Comment toi tu vois cette sensibilisation, cet appel du pied qu'on pourrait lui faire? Alors, je pense que très clairement, aujourd'hui, le Conseil fédéral, par rapport à la situation des indépendants, comme vous le savez tous les deux, dans notre marché, que ce soit du côté des médias ou que ce soit du côté de la communication, il y a beaucoup d'indépendants. Ce sont souvent des très petites structures qui ont un patron à la tête, qui est lui-même un indépendant dans ces structures-là. Et c'est vrai que, je dirais, les actions ou la non-action du Conseil fédéral par rapport aux indépendants, c'est pas à la hauteur de ce qui est attendu par le marché. Maintenant, que Guy Parmelin, comme le Conseil fédéral, soient attentifs, comment est-ce qu'ils arrosent cette question-là, je peux la comprendre, mais aujourd'hui, l'incendie, il est profond, d'accord? Et quand on a un incendie, ma foi, on réfléchit pas qu'avec des lances à eau. À un moment, on prend le Canadair et puis on arrose l'entier de la forêt. Et je pense qu'on est réellement aujourd'hui dans cette situation-là. C'est-à-dire que il y a maintenant un mois qui s'est écoulé, qu'il y a des médias qui ont très clairement dit, je pense par exemple à Cédric Jeutron du journal de Morges, lui il a très clairement dit, moi j'arrive avec le chômage partiel, plus avec les économies qu'on a,
à pouvoir survivre au mois de mars, à pouvoir vivre une partie du mois d'avril. Mais à partir de fin avril, non seulement je dois mettre les gens au chômage, mais sans doute je vais devoir peut-être m'arrêter, stopper mon impression du journal, le temps si la crise perdure. Mais tu as Murdoch à arrêter la pression print. Ce serait Absolument. aussi une des solutions, c'est-à-dire la presse aujourd'hui, il faut pas, je veux dire, elle est en ligne. C'est plus, je veux dire, le saut passer en ligne, il sera plus énorme. Tous les titres sont en ligne. Et on voyait bien, il y a certains titres qui disent aussi que maintenant le problème de l'approvisionnement du papier est aussi compliqué, vu que le papier vient souvent de Pologne, donc c'est pas si évident de le faire passer toutes ces frontières. Donc on voit bien que de toute façon, on a, je veux dire, ce mode de distribution est condamné. Est-ce qu'il faut garder l'idée du papier ou est-ce qu'il vaut mieux pas se couper un doigt plutôt que se couper les deux mains? Alors, je suis aussi convaincu que cette crise, elle laissera de la place à des survivants. Il y en a certains qui seront évidemment sur papier, mais ce dont je suis convaincu, c'est qu'il y aura encore plus de médias digitalisés. C'est-à-dire que l'accélération, elle va être très très forte pour intensifier encore le passage vers du tout digital ou vers du digital primaire. Et c'est vrai que dans l'exemple du journal de Morse, bon exemple par rapport à ce que tu relèves, Victoria, c'est-à-dire qu'il est encore beaucoup trop dépendant du papier, et que la digitalisation est beaucoup trop faible. Donc l'accélération, elle va être forte, et elle est indispensable dans le monde de la presse. On a de toute façon un modèle qui est quand même en partie dépassé, mais ici, y compris dans le modèle de fonctionnement. Aujourd'hui, est-ce qu'il est sain et naturel que chaque éditeur ait son propre modèle de fabrication et ses propres équipes administratives et son propre système de gestion des abonnés? Sans doute là-dedans, dans une mutualisation des outils industriels, on va pouvoir aussi accélérer. Ça va être indispensable. Donc on arrive sur le modèle Amazon qu'a utilisé, qu'essaie de distribuer le Wall Street Journal, où on a vraiment une espèce de kit pour éditeurs qui permet, si tu veux, comme tu dis justement, d'abaisser ses coûts, mais de toute façon on ne fait que couper. On ne génère plus de valeur. Alors, la valeur qu'on arrive à préserver en diminuant ses coûts va permettre d'être réinvesti dans le contenu et dans la digitalisation du contenu. C'est inévitable. Mais il faut pouvoir se créer des moyens, il faut pouvoir avoir des bouffées d'oxygène pour pouvoir le faire. Or, aujourd'hui, les marges de manœuvre de la part des éditeurs sont beaucoup trop faibles, mais aussi parce que chacun a voulu verticaliser son business. Absolument. Or, c'est pas l'avenir, très clairement. L'autre grande question, c'est le volume publicitaire, parce que là, on voit que pas que la presse, tous les supports sont touchés. Et ce qui est nouveau cette fois-ci, c'est que même les réseaux sociaux et même des moteurs de recherche souffrent aussi. Donc ça, on s'y attendait pas, parce qu'on pouvait très bien imaginer que, au contraire, les gens étant de plus en plus sur les réseaux sociaux, étant confinés, c'était vraiment la place de marché allait se faire là. Or, même eux commencent à souffrir. Et lorsque je vois que Facebook essaye d'aider la presse, c'est un peu l'arroseur arrosé, mais enfin, finalement, est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que publicité et médias vont finir, vont pas à un moment, leurs routes ne vont pas se séparer définitivement? Bon, aujourd'hui, déjà, la presse est beaucoup moins dépendante de la publicité qu'elle ne l'était, par exemple, il y a 10 ans. Aujourd'hui, il y a des journaux qui ont une partie de revenus publicitaires qui représente 30 ou 40% de leurs revenus. Il y a encore 10 ans, dans bien des cas, la pub représentait 80% des revenus. Tout à fait, Donc, ou même 100% pour les gratuits. Pour les journaux gratuits, ça c'est tout le problème, c'est Voilà. qu'aujourd'hui c'est 100%. Premier constat, toute la publicité n'a pas disparu. Quand j'allume ma télévision le soir, quand j'écoute la radio, même quand j'ouvre encore les pages de journaux, je vois encore des annonceurs présents. Par contre, il y a un réflexe d'économie dans une période de crise, encore plus quand cette crise est mondiale, encore plus quand cette crise dure. Automatiquement,
il y a un frein, il y a un stop aux investissements publicitaires. C'est un réflexe qu'on voit dans toutes les crises. Oui, ça c'est toujours produit, ça c'est vrai. Ça, c'est... Après, la presse est encore plus impactée parce qu'en réalité, elle est très dépendante de 4 secteurs. Ces secteurs sont les loisirs. Aujourd'hui, il n'y a plus de manifestations, d'accord, et je peux les organiser. Je ne sais pas quand je vais pouvoir les prendre. J'espère avoir mes concerts préférés de l'été qui se déroulent, mais je suis pas certain, d'accord, aujourd'hui. Donc ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, le tourisme. Pas besoin de vous faire de dessin, il vous suffit d'aller à l'aéroport à Genève et vous ferez le même constat que moi. Le commerce de détail. Eh ben, quand vos commerçants locaux sont fermés, automatiquement, ils communiquent pas. Ça me paraît logique. Et le quatrième secteur, c'est la politique. Or, la politique, aujourd'hui, il n'y a pas de débat politique, d'accord, sur les grands thèmes d'actualité, il n'y en a pas. Même si l'UDC essaye de s'agiter un tout petit peu actuellement, mais voilà, il y a pas. Oui, disons, il y a pas de votation prochaine. Elles ont été reportées, donc voilà. Donc il n'y a rien. Par contre, ces 4 secteurs-là, à un moment donné, qui sont très impactés par le coronavirus, à un moment, ils vont bien recommuniquer. D'accord, les magasins vont bien se réouvrir. Sous quelle forme, comment, avec quel rythme, j'en sais rien. Je suis pas devin. Mais tous ces secteurs-là, ils vont de toute façon recommuniquer. Et à un moment donné, il va quand même y avoir un bol d'air publicitaire. J'ai vu qu'il y a une étude de e-marketer qui a été faite sur le plan mondial, qu'on visageait pour la fin de l'année, c'est-à-dire le dernier trimestre, que les choses reprennent un peu. Moi, on perdait quelques points, c'est juste. C'est très étonnant. Je l'espère de tout cœur, d'accord, pour tout le monde. Après, pour répondre à ta question, à savoir, est-ce qu'il y a maintenant finalement une dissension entre la dépendance à la publicité et est-ce que finalement les médias restent un vecteur de diffusion de la publicité? Difficile de se projeter sur le long terme. On voit que les habitudes changent aussi très rapidement. Par contre, j'ai une conviction, c'est que le discours publicitaire, le discours des communicants va devoir s'adapter à des nouveaux comportements et à des nouvelles modes de consommation. Je pense qu'aujourd'hui, cette crise fait aussi que les consommateurs vont consommer, en tout cas pour une partie d'entre eux, différemment. Et que si on s'adapte pas, si on n'arrive pas à intégrer ces nouveaux comportements dans notre discours de communication, en gros, si on reprend dans 6 mois, dans 7 mois, exactement comme la même manière dont on a communiqué jusqu'à maintenant, je pense que là, il pourrait y avoir une cassure très forte avec un rejet massif de la publicité. Par contre, si la publicité s'adapte et adapte son discours, et ça c'est une nécessité, d'accord, c'est même notre cœur de métier, c'est d'être en phase avec les besoins des consommateurs, je pense que là on a des chances de pouvoir garder une attractivité et du coup de continuer à avoir besoin des médias pour véhiculer aussi ce message-là. Que ces médias s'appellent réseaux sociaux, s'appellent télévision, presse, peu importe. Mais tout ça, c'est un processus finalement, c'est une certaine disruption. Hein. On a connu une disruption digitale. Moi, j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, la disruption, elle va se passer, elle va être plus lexicale que technologique. Alors justement, sans être devin, est-ce que tu as déjà des pistes sur en quoi la pub doit évoluer, changer, s'adapter? On a vu dernièrement quelques débats, quelques réactions sur le fait qu'il fallait peut-être plus ou pas diffuser des pubs dans les magasins, qu'il fallait peut-être arrêter de diffuser de la musique. Alors c'est un petit exemple parmi tant d'autres. Est-ce que tu as déjà des pistes en tête sur comment la pub devrait se réinventer après cette crise? L'Institut Kantar vient de faire une étude la fin de la semaine dernière auprès de 25 000 personnes dans 30 pays. Ouais, on en a parlé. Ouais. Et ce que j'ai trouvé assez intéressant, c'est de voir que finalement, il y a grosso modo 1/10 des consommateurs qui disent « Attendez, il faut arrêter de communiquer ». Il y a seulement 1/10. Donc, il y a quand même 90% des gens qui disent « Il faut continuer de communiquer ». Par contre, la situation d'aujourd'hui, qui ne sera pas celle de demain,
mais celle de demain, elle ressemblera pas forcément à celle qu'on avait connue il y a 6 mois. Et c'est là où je dis, le discours, il va devoir s'adapter, parce qu'en réalité, on a face à nous des gens qui vont avoir des nouvelles habitudes de consommation. Pour certains d'entre eux, ils vont garder le réflexe ancien. Mais il y a des consommateurs qui vont avoir des prises de conscience nouvelles. Par exemple, le fait d'aller à l'essentiel et peut-être d'être moins superficiel, pour moi, c'est un des éléments assez clés. Le discours de valeur des marques. Là, ça va être aussi un élément qui va être, pour moi, assez important. José Bélanger, l'autre jour, nous disait qu'elle pensait que la belle pub allait revenir parce que finalement, on fait de la publicité de plus en plus rapidement pour des supports qui durent de moins en moins de temps. Donc, revenir à quelque chose qui est vraiment créatif, l'idée créative, ça va être très, très fort. Je l'espère, je rêve de belles campagnes créatives avec un beau message et un beau graphisme. Ça fait partie aussi de mes rêves publicitaires, et peut-être de pouvoir s'éloigner uniquement du ROI ou du KPI, ça va aussi peut-être permettre d'adapter le message. Mais j'ai pour moi le sentiment que la notion de valeur va être vraiment très importante dans ce qu'on va communiquer. Peut-être que l'humour sera encore plus apprécié dans le futur qu'il ne l'a été au cours des dernières années. Parce que je pense qu'on aura besoin de sourire. On aura besoin de se dérider un petit peu dans quelques mois. Ouais, ça, c'est pas faux, quoi. Tout à fait. Non, mais je pense qu'effectivement, si on change de comportement, si les comportements de consommation changent, et si les gens changent, et les gens vont changer, parce que cette expérience commune que nous vivons nous change tous. Donc, on ne peut pas revenir sur des mêmes critères qu'avant. Et donc, fatalement, la publicité qui n'est juste une photographie de l'instant présent, elle va devoir refléter l'état d'âme des consommateurs. Donc, les choses vont évoluer. Si on revient un petit peu au modèle publicitaire et disons à la situation break publicitaire que nous avons actuellement, est-ce que tu penses que la vague publicitaire du printemps, qui est complètement bousillée actuellement, va reprendre cet été, où on va garder ce trou? Normalement, l'été est une période très morte, hein, et on devra attendre à nouveau la rentrée pour avoir des investissements publicitaires. Je pense qu'il faudra qu'on ait un petit peu plus de précision sur une reprise d'une forme de normalité, c'est-à-dire au moment où l'économie va pouvoir réouvrir plus de magasins, au moment où les gens auront un peu plus envie de communiquer, de consommer, oui. Là la communication va évidemment suivre ce trend-là. Ouais. Alors j'aimerais que ça puisse être à cet été. Honnêtement, il n'y a aucun signal aujourd'hui qui me dit que ce sera cet été. Et mon espoir, il est plutôt porté par la fin de l'année, en me disant qu'il y aura des reports de budget qu'il faudra dépenser en fin d'année, parce qu'on devrait être dans une situation un peu plus normale en termes de consommation par rapport à aujourd'hui. Mais je pense que le trou, malheureusement, il va un tout petit peu perdurer, et qu'il faut qu'on s'attende encore, sur le plan de la communication et de la pub, à quelques mois encore très compliqués et très difficiles. Ouais. Si on revient sur tes propositions, tes idées, la première d'entre elles est de reprendre l'exemple italien avec supprimer ou diminuer les impôts d'investissement sur les investissements publicitaires jusqu'à fin 21. Est-ce que tu peux un petit peu plus développer? Qu'est-ce que ça représenterait concrètement? Alors aujourd'hui, il y a grosso modo 5 milliards qui sont dépensés en pub. Tu baisses la TVA d'1% sur ces 5 milliards, ça donne des capacités de pouvoir investir des millions supplémentaires, c'est-à-dire finalement les millions que je ne paye pas en TVA, je les investis en pub. C'est un peu le modèle italien, c'est un modèle qui est assez vertueux. Il faut savoir que la Confédération applique une TVA réduite, par exemple pour l'hôtellerie,
Pourquoi elle ne le ferait pas pour des investissements publicitaires sur 2 ans? En tout cas, ça donnerait une stimulation supplémentaire pour les annonceurs en Suisse, et automatiquement ça aiderait aussi les médias. Exact. C'est-à-dire si je suis un peu incité à faire un peu de la pub, sans doute que je vais arroser aussi un peu plus de médias. On en a besoin, et ça c'est très concret, c'est relativement pratique. Et puis, autre aspect non négligeable, ça nous mettrait finalement à niveau avec les GAFA, qui eux ne payent pas du tout. Voilà, ça c'est le deuxième point, mais ça c'est un serpent de mer, parce que tout le monde veut prendre de l'argent des GAFA et personne n'y arrive. Parce que chaque fois, tous les États qui ont essayé de mettre de taxer Google ou un autre GAFA, s'est retrouvé avec une riposte américaine où on allait taxer ou le vin ou le fromage ou je sais pas quoi. Donc finalement, personne n'a jamais réussi à les faire payer. Alors je pense que la discussion, elle pourrait quand même se faire avec eux. Est-ce que c'est normal qu'un de nos conseillers fédéraux aille fêter les 10 ans des bureaux de Google à Zurich en pressant des louanges à Google, alors que dans le même temps, Google, finalement, en ne payant pas la TVA en Suisse, détourne des centaines de millions la Confédération? Pour moi, c'est une vraie bonne question. Oui. Je pense qu'à un moment donné, on a un sens diplomatique en Suisse. C'est sans doute une de nos forces. On a un sens du compromis. On va jamais récupérer cette TVA. J'en suis convaincu. Mais est-ce qu'on n'arrive pas, en discutant et en dialoguant avec les GAFA qui sont aujourd'hui présents en Suisse, en discutant avec eux, est-ce qu'on n'arrive pas à trouver des solutions qui permettraient là aussi de pouvoir faire revenir quelques millions supplémentaires, moyens qui pourraient être peut-être mis à disposition des médias de service public ou sous forme d'aide pour les journalistes, à trouver encore la formule. Moi, je pense que ça vaudrait la peine en tout cas d'en discuter, plus que d'aller à Zurich le doigt sur la couture pour aller fêter les 10 ans de Google à Zurich, même si les petits fours étaient très bons. Certainement. On ne sait pas, je suis pas à Zurich, peut-être pas. Ce serait moins copieux qu'en Suisse romande, on va dire. Sans doute. Thierry, tu voulais intervenir? Patrick, on te présente aujourd'hui comme vice-président de Communication Suisse. Est-ce qu'au travers de cette organisation fêtière, une des plus grosses de Suisse autour justement de nos métiers, il n'y aurait pas justement une opportunité de sensibiliser encore plus justement nos politiques? Tu viens de citer l'exemple des 10 ans de Google. Est-ce qu'il serait envisageable? Est-ce que c'est réaliste de les sensibiliser, de leur faire un petit appel du pied pour dire qu'il serait temps peut-être de changer un peu la donne et puis de remettre l'église au milieu du village. Tu viens de parler de l'exemple de la TVA. Je le trouve très bien cet exemple. On n'a pas besoin de parler des autres gros acteurs GAFA. Entre l'Irlande et tous les autres pays jouent à cet exercice de style qui commence à énerver pas mal de nations. Est-ce qu'on peut imaginer quelque chose pour déjà faire quelque chose, améliorer la situation en Suisse? Alors, tu as parfaitement raison de mettre le doigt sur ce point-là. C'est aussi le rôle de Communication Suisse. Très clairement, de défendre la branche, de défendre les moyens aussi qui sont donnés à cette branche. Notre président suisse, Filippo Lombardi, a participé en fait à la séance il y a 2 semaines avec les milieux économiques en présence de Guy Parmelin, a posé sur la table un certain nombre de problèmes liés à la communication. Je dois avouer que celui de la problématique du non-paiement de la TVA par les GAFA n'a pas été posé. C'est pas une priorité aujourd'hui pour le Conseil fédéral et ça me paraît logique. Il faut d'abord aider et soutenir la branche des médias comme la branche de la pub avant de chercher de l'argent pour la suite. Et puis, très clairement, ce sujet-là a été amené aussi au Parlement, sans qu'il y trouve beaucoup d'écho jusqu'à maintenant. Mais Communication Suisse a joué son rôle pour
je dirais, sensibiliser le Parlement à cette question-là, sans qu'on arrive encore à trouver une solution, je dirais, parfaite, qui puisse permettre de donner beaucoup de courage à Guy Parmelin et à Simonetta Sommaruga pour se déplacer à Zurich ou ailleurs pour discuter avec les GAFA. Mais on les encourage beaucoup et on leur parle. Ce qui est important aussi parce que même si la branche de la communication représente seulement 1% du PIB en Suisse, c'est quand même plus de 22 000 emplois. Donc c'est pas rien. Ah, ouais. Et c'est pour ça que c'est important qu'on puisse. Et c'est quand même un chiffre d'affaires de 5 milliards, quoi. Je veux dire, c'est pas non plus, c'est pas non plus rien. C'est pas, on n'est pas dans des petites sommes, hein. Non, absolument. Donc voilà. Donc à ce stade, là, on a fini notre talk. Mais donne-nous juste, est-ce qu'on doit être un petit peu optimiste? On peut quand même l'être en se disant que bon, les marketeurs, ça a quand même raison que finalement le revenge spending dont tout le monde nous abreuve sur le deuxième semestre va permettre disons, peut-être pas de dépasser 2019, mais disons de pas trop perdre, ou au contraire es-tu très pessimiste? Alors, je pense qu'il va falloir faire le gros dos encore pas mal de semaines, mais j'ai bon espoir que la fin de l'année nous donne des signaux, je dirais, de rétablissement du marché et d'une économie publicitaire plus normale qu'elle n'a été depuis maintenant 3 semaines. Donc mes signaux sont, disons, mon espoir est franchement plutôt pour la fin de l'année, avec, je l'espère, de très bons signaux pour 2021. Parce que là, on va pouvoir retrouver aussi plus de dynamisme en termes de manifestations. Il y aura de grandes opérations comme l'Euro, par exemple, de football, ou les Jeux Olympiques, ou l'exposition universelle qui se dérouleront l'année prochaine et qui vont apporter là beaucoup de dynamisme. Mais en gros, il faut faire le gros dos encore et le poing dans la poche pendant quelques semaines avec des bons espoirs pour cet automne. Et j'espère pas me tromper. C'est-à-dire que si vous ressortez ce son dans quelques semaines, j'espère m'être trompé pour une chose, c'est que finalement, j'ai peut-être vu ce retour à la normale trop lointain et puis qu'en réalité, il sera arrivé un peu plus vite. Ça, ce serait la bonne nouvelle et j'aimerais pouvoir me tromper sur ce point. Parfait. Écoute, je te remercie infiniment. C'était très instructif. Et on ne manquera pas de te recontacter pour quand tout va reprendre, parce que je pense que les lives ne s'arrêteront pas de sitôt, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est trop intéressant et puis on apprend de tout le monde beaucoup. Écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci pour l'initiative et à très bientôt. Merci Patrick, à très bientôt. Voilà ce qui clôt notre live numéro 11 déjà. Ça passe à une vitesse. Et surtout, Victoria, on peut fêter un truc excellent cette semaine, une bonne nouvelle. Le live a tenu. Merci Swisscom, merci à tous les partenaires qui ont fait que ce live ait tenu la route. Comme à l'accoutumée, je sais, on se répète, vous allez retrouver l'extrait audio de tout ça sur le futur podcast, mais en direct déjà sur le site de Comin Mag. Et puis nous, demain, on fait quoi à 15h, Victoria? Un live. C'est génial, c'est le jour de la marmotte. C'est le jour de la marmotte, le jour sans fin. Live. C'est la vie. On vous dit donc, portez-vous bien et à demain, 15h, pour le prochain live de Comin Mag. Merci, à demain. Au revoir. À bientôt.